Bonjour à tous, bienvenue chez Ophi Invest Asset Management. Nous allons faire aujourd'hui un point sur Ophi Invest Precious Metals, qui est un fonds qui, comme son nom l'indique, donne accès aux performances de métaux précieux. 4 métaux précieux, et plus exactement l'or, l'argent, le platine et le palladium. Et pour faire un point sur ce fonds-là, nous avons aujourd'hui la joie d'avoir Marion Balestier. Bonjour Marion. Bonjour. Et Benjamin Louvet. Bonjour, Bonjour Benjamin. Bertrand. Donc de l'équipe de gestion matières premières d'Ophi Invest. Alors peut-être qu'on peut faire un point métal par métal et parler peut-être de l'or, qui est le métal roi par excellence. Quel est votre sentiment sur l'or? Peut-être ce qui s'est passé l'année dernière et surtout quelles sont vos perspectives sur ce métal? L'or a connu une année 2023 plutôt bonne au final, puisque le métal s'apprécie d'à peu près 7% sur l'année, dans un contexte qui n'était pas évident, parce que, pour rappel, un des éléments principaux qui détermine la valeur de l'or, c'est le niveau de rémunération des autres actifs. Quand vous achetez de l'or, vous n'avez pas de rendement, vous n'avez pas de dividendes, vous n'avez pas de coupons comme sur une obligation, vous n'avez pas de loyer comme sur un bien immobilier, ça ne vous rapporte rien. Et donc, quand les taux d'intérêt ont tendance à remonter, les taux d'intérêt réels, comme on l'a connu en 2023, généralement, ça désavantage les matières premières et l'or en particulier. L'or aurait dû baisser. L'or aurait dû baisser davantage que ce qu'il a fait en début d'année. Et il a résisté essentiellement pour deux raisons. La première, c'est le contexte géopolitique mondial. On a eu la crise ukrainienne qui a énormément choqué le monde l'année dernière et qui a amené un certain nombre de personnes à vouloir avoir une réserve de valeur. Et l'or est plutôt considéré comme une réserve, comme une valeur refuge en période difficile. Cette année, on a eu le 7 octobre, l'attaque du Hamas en Israël, qui a également beaucoup choqué. Donc on sent que le monde devient beaucoup plus instable et donc beaucoup d'investisseurs ont envie de garder une exposition au métal jaune qu'ils considèrent comme une valeur refuge. Et puis on a eu un deuxième point très important, c'est le rôle des banques centrales. Les banques centrales ont été cette année très présentes sur le marché de l'or. Ça veut dire quoi, très présentes? On vient d'avoir les chiffres tout récemment. Les banques centrales ont acheté l'année dernière 1037 tonnes d'or, c'est-à-dire quasiment un quart du marché mondial, 25% sur l'ensemble de l'année. On a des banques habituelles, la Banque centrale de Chine notamment a acheté beaucoup d'or très régulièrement. On a également des banques comme la Banque de Pologne qui avait indiqué qu'elle voulait augmenter leur allocation et qui continue à augmenter leur allocation. On a eu Taïwan, on a eu des nouveaux venus qui sont pas mal intervenus sur ce marché. Pourquoi font-elles ça? Et alors, c'est ça qui est intéressant, Bertrand, c'est que dans un contexte comme celui où on est en ce moment, où les banques centrales resserrent les taux et où j'expliquais que normalement ça a plutôt tendance à faire baisser l'or, les banques centrales achètent de l'or. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait pourquoi, parce qu'il y a un organisme qui s'appelle le World Gold Council qui les interroge tous les ans pour savoir pourquoi elles achèteraient de l'or et quelle est leur opinion sur l'or. Ce sondage est publié en milieu d'année. Cette année, les banques centrales ont indiqué qu'elles voulaient acheter de l'or. 24% des banques centrales interrogées ont indiqué qu'elles voulaient acheter de l'or, ce qui est déjà beaucoup. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est qu'on demande aux banques centrales pourquoi elles veulent acheter de l'or. Et là, les deux réponses principales qui sont données sont d'abord, l'or est un actif qui n'a pas de risque de contrepartie. Dit autrement, l'or n'est la dette de personne et donc il ne risque pas de faire faillite. Ouais. C'est important parce que quand on voit les autres actifs que ces banques ont en portefeuille, essentiellement des obligations d'État, on peut se poser des questions sur leur degré de confiance sur la capacité à être remboursé compte tenu du niveau d'endettement extrêmement élevé de ces différents États. Puis la deuxième raison qui pour moi est encore plus importante qu'elles invoquent pour acheter de l'or, c'est de dire les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Et donc, vous avez les établissements qui fixent les politiques monétaires qui vous disent les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Qui croire sinon les organismes qui fixent les taux pour de telles déclarations? Et donc, si on part du principe que les taux d'intérêt réels vont rester bas, si on part du principe qu'on sort plutôt d'une période où les banques centrales ont resserré les conditions monétaires en remontant les taux, et qu'on maintenant arrive au bout de ce scénario, et que maintenant les taux d'intérêt vont plutôt avoir tendance à baisser, eh ben, on peut penser que les taux d'intérêt réels vont baisser dans les mois qui viennent, et que ça sera très favorable à l'or. Donc on pense qu'on a un potentiel d'appréciation de l'ordre de 10%, et qu'on pourrait retrouver les cours de l'or dans le cours en année entre 2300 et 2400 $ l'once. C'est un objectif qui nous semble raisonnable. Raisonnablement positif sur cet actif. Tout à fait. Merci Benjamin. Et si on parle d'un deuxième métal dont en tout cas on a accès à la performance via le véhicule que je citais tout à l'heure, Marion, l'argent, quel est votre point de vue sur ce métal? Quid du passé, l'année passée? Comment l'argent a réagi? Et puis surtout, quelles sont vos perspectives?
Alors l'argent, c'est un métal précieux également, mais c'est également un métal industriel. Mhm. Et comme tous les métaux industriels, il a vécu une année 2023 assez compliquée pour principalement deux raisons qu'on a identifiées. Le premier phénomène qui a pesé sur les cours des métaux industriels, c'est la sortie de politique zéro Covid de la Chine. En 2023, au début de l'année, la Chine est arrivée est sortie de cette politique zéro Covid avec des stocks de métaux extrêmement élevés qu'elle avait constitués au cours de l'année 2022 parce qu'il y avait une activité beaucoup plus faible que d'habitude dans le pays. Et donc, malgré le rebond de la demande de métaux dans le pays, qui a été plutôt dynamique en réalité, eh bien, cette demande n'est pas arrivée jusqu'aux marchés internationaux parce qu'elle a vécu sur les stocks qui étaient très, très au-dessus des moyennes historiques qui avaient été constituées en 2022. Mhm. Donc ça, c'est le premier facteur qui a pesé sur la demande finale de métaux et donc sur les prix par définition. Le deuxième facteur, c'est que quand on dézoome de la Chine, dans les autres pays globalement, et surtout en Europe et aux États-Unis, on a eu également un cycle de déstockage, mais cette fois pas sur les métaux, plutôt sur les biens manufacturiers. On a fini l'année 2022 avec une production assez dynamique sur cette partie-là, et donc les entrepôts se sont remplis de biens manufacturiers, et en 2023, les industriels ont eu plutôt tendance à déstocker, et donc la production primaire de tous ces biens-là a ralenti, donc évidemment la consommation de ressources aussi. Et donc, la demande de métaux a également été un petit peu en dessous de ce qu'on attendait pour ces zones-là. Donc ça, ce sont les deux facteurs qui ont pesé globalement sur tous les métaux. L'argent n'y a pas fait exception. D'accord. Le sentiment de marché a été aussi négatif. Donc les positions prises par les investisseurs ont été plutôt défensives sur ces marchés. Ça a également appuyé sur les prix. Voilà. Maintenant, l'argent, c'est un métal qu'on a identifié comme l'un de ceux qui va être le plus favorisé par la transition énergétique dans les mois et les années à venir. D'accord, donc précieux et stratégique aussi. Exactement. Pourquoi ? Parce que l'argent aujourd'hui, c'est le meilleur conducteur d'électricité au monde D'accord. et c'est un métal qui est indispensable pour faire des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires et des batteries de véhicules électriques. Il relie entre elles les cellules des batteries électriques et il conduit l'électricité. Et nous, ce qu'on voit comme trajectoire pour la demande d'argent dans les années à venir liée à ces nouvelles technologies, c'est une très très forte croissance. Si on prend simplement le secteur du photovoltaïque, donc du solaire, la croissance qu'on a connue en 2023 pour le secteur du solaire est absolument impressionnante. On a eu une augmentation de l'installation des capacités de solaire dans le monde en 2023 en hausse de 50%. La Chine, à elle seule, en 2023, a installé plus de capacités de solaire que le monde entier en 2022. Voilà. On est sur ce genre de trajectoire de développement. On peut ajouter à ça, outre la croissance en termes absolus, le fait qu'on est en train de basculer sur de nouvelles technologies, sur des technologies qui produisent de meilleurs rendements sur le solaire. Et donc, ces nouvelles technologies-là, sans entrer dans les détails, ont une consommation d'argent qui est encore accrue par rapport aux technologies actuelles. On est sur des consommations en hausse de 1,3 à 1,8 par rapport au niveau de consommation actuel pour le marché de l'argent. Donc aujourd'hui, le solaire à lui seul, le secteur du solaire représente 16% de la production annuelle en termes de demande. Ça représente 16% de la production annuelle d'argent. Versus quasi zéro il y a une dizaine d'années en fait, ou 15 ans. Il y a 5 ans, c'était quasiment zéro. D'accord. Donc déjà, on est sur un rythme de très forte croissance. Et d'ici à 2030, on devrait être entre 25 et 35% de la production mondiale qui est consommée tous les ans, simplement par le secteur du solaire. Si on rajoute le secteur des batteries, des véhicules électriques, on est à peu près à 50% de la production mondiale qui est consommée uniquement par ces deux secteurs en 2030. Ah, c'est impressionnant. Donc un métal qui était précieux et qui n'avait pas un grand rôle dans l'industrie, malgré la propriété dont vous venez de parler, que le métal est très conducteur d'argent, d'électricité, pardon. Et là, aujourd'hui, un besoin dans la transition énergétique, dans toutes les nouvelles infrastructures qui est, selon vous, très important et qui va croissant. Une croissance qui est spectaculaire et, comme on le rappelle souvent, une production qui n'est pas du tout en train de connaître la même croissance, bien au contraire. Donc perspective 2024 positive, très positive ? On est plutôt très positif sur l'argent, c'est un petit marché, il est très rapidement chamboulé par cette transition et comme les stocks
de métaux qui ont été la grosse histoire de 2023, qui ont pesé sur l'histoire fondamentale, se sont maintenant apurés. On pense que les perspectives vont énormément s'améliorer sur ce marché. Très intéressant. Merci Marion. Est-ce que l'un d'entre vous veut parler du platine, qui est le troisième, un des 4 métaux du portefeuille, qui veut en toucher un petit mot, de savoir vos convictions dans l'équipe? Alors, je peux continuer là-dessus. Oui, avec plaisir. Alors, le platine est également un métal à la fois précieux industriel. Donc, on a les mêmes facteurs à peu près qui ont pesé sur le marché en 2023, le déstockage. Pour autant, c'est un marché qui était en déficit en 2023. Donc, une demande qui était supérieure à l'offre, une production qui est contrainte, comme on le rappelle à chaque fois sur ces marchés. Maintenant, cette demande, elle a été satisfaite par les stocks existants. Ce n'est absolument plus le cas en 2024. Comme je vous l'ai dit, les stocks de métaux ont réellement été apurés par le marché en 2023. Et on démarre l'année 2024 avec le même scénario de déficit entre offre et demande. On est sur un déficit d'à peu près 5% qui est prévu pour l'année 2024 sur le marché du platine. Donc, on a une tension qui existe et qui est en train d'apparaître vraiment au grand jour maintenant que cette histoire de stock est derrière nous. On sait que le marché du platine va être favorisé par 2 facteurs liés au marché de l'automobile. Le platine est utilisé à peu près à 45% pour faire des pots catalytiques pour les véhicules thermiques ou hybrides. 2 histoires là-dessus. La première, c'est qu'il y a des normes environnementales de plus en plus contraignantes sur les véhicules à moteur thermique traditionnels pour limiter les émissions de particules fines. Donc des pots catalytiques qui sont de plus en plus gros, donc une consommation de platinoïdes qui est en forte hausse. Et puis, l'histoire un petit peu simple dans ce marché de l'automobile, c'est de se dire qu'on va basculer du véhicule thermique vers un véhicule électrique à batterie. Et on est en train de réaliser que ce mouvement-là, cette bascule, elle n'est pas aussi simple que ça, et qu'il y a aujourd'hui énormément de sujets autour des véhicules électriques, trop chers, parfois pas assez de range, d'autonomie, des temps de charge qui sont longs, etc. Et donc, il y a une catégorie centrale qui plaît énormément aux consommateurs et qui s'est développée massivement cette année, c'est celle des véhicules hybrides. Et donc, ces ventes de véhicules hybrides, elles ont connu une croissance très, très impressionnante en 2023, plus 125% sur les ventes en Chine et plus 47% au niveau mondial. Donc, c'est vraiment un segment qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ce sont des véhicules qui ont aussi un pot catalytique. Et c'est un pot catalytique qui est en réalité plus gros que sur un véhicule thermique classique. D'accord. Et donc, ils consomment encore plus de platinoïdes. Donc, pour nous, c'est un segment, les platinoïdes, qui va rester, en termes de demande, soutenu dans les prochaines années, malgré l'effet prix que l'on connaît actuellement. D'accord, donc là aussi, vous êtes très favorable sur ce métal. Le platine, on parle de plus, je me trompe peut-être, mais on parle souvent de plus en plus d'une nouvelle énergie, d'une manière de fabriquer l'énergie pour les véhicules de demain, que ce soit des automobiles ou des avions. C'est l'hydrogène. Est-ce qu'il y a un rôle du platine qui se concrétise dans cette fabrication d'énergie? Bien sûr, il y a ça également. Aujourd'hui, ça représente une très faible proportion de la demande du marché du platine. C'est complètement naissant. Mais les montants qui sont sur la table en termes d'investissement public pour développer cette technologie de l'hydrogène, que ce soit pour les transports, mais surtout pour la partie industrielle, pour essayer de produire de l'énergie de façon un peu plus propre, sont énormes. On parle de dizaines de milliards de dollars qui sont engagés de la part des gouvernements dans de très nombreux pays. Et donc, on sait que ce sont des technologies qui vont se développer. Et le platine est indispensable à la fabrication d'électrolyseurs, dans certains types d'électrolyseurs qui s'appellent Proton Exchange Membrane. Et donc, ce nouveau segment va aussi être un relais de croissance pour la demande de platine dans les prochaines années. Si je vous suis, Marion, c'est une option qui ferait encore plus monter le prix du platine selon vous, si l'hydrogène vert venait à se développer via ces... Et je me répète, mais on est sur des marchés en termes de production qui sont extrêmement contraints. D'accord. Merci Marion. Et puis peut-être le dernier, je me tourne vers Benjamin pour parler du dernier métal qui est en portefeuille, qui est le palladium, alors, qui a souffert en termes de performance l'année dernière. Est-ce que les perspectives sont un petit peu plus au vert pour les années à venir ou pas, selon vous, Benjamin? Oui, alors, le palladium, c'est la grosse déception de 2023, puisque le marché recule de plus de 40%. Alors, c'est un marché qui avait été très fortement aidé, il faut le dire avant, par plusieurs choses. D'abord, le palladium, ça sert essentiellement à une chose, pour le coup,
80% du palladium dans le monde est utilisé pour fabriquer des pots catalytiques. Et pour des pots catalytiques, des véhicules essence. Donc après 2015 et le scandale Volkswagen, il y a une baisse du diesel, une montée des véhicules essence. Et donc le prix du palladium, entre 2015 et 2020, prend entre 400 et 500%. Donc ça avait été un point très important. Puis ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, parce que le plus gros producteur de palladium au monde, c'est la Russie. Et donc, quand la guerre en Ukraine se déclenche, on a peur de manquer d'approvisionnement. Et donc, les prix du palladium atteignent un nouveau plus haut historique à $3 000 la tonne. Finalement, la situation russe n'a pas empêché le palladium d'arriver sur le marché, ce qui a fait complètement dégonfler cette bulle. À ça, s'est ajouté cette année un élément complémentaire, c'est que on s'est retrouvé avec un certain nombre d'acteurs qui ont commencé à faire l'analyse que la transition énergétique était en cours et que donc, comme l'a expliqué Marion, la transformation du parc automobile de véhicules thermiques en véhicules électriques était amorcée et ne reviendrait plus en arrière. Marion l'a expliqué, on pense que cette transition-là va probablement mettre un peu plus de temps que prévu et donc que ça pourrait constituer un bon support, notamment parce que là aussi, si on passe par l'hybridation des moteurs et qu'on passe donc par des véhicules hybrides rechargeables, le pot d'échappement d'un véhicule hybride rechargeable est plus gros que le pot d'échappement d'un véhicule thermique classique. La deuxième chose qu'aurait dû soutenir le prix du marché et qu'il n'a pas fait, c'est que ce métal, encore une fois, là aussi, en 2023, a été en déficit de production par rapport à la consommation. Mais pour les mêmes raisons que celles évoquées par Marion tout à l'heure sur les stocks constitués, eh bien, il n'y a pas eu l'impact attendu de ce manque de matériaux. Et puis, il y a un facteur qu'on doit souligner, même si il ne fait l'objet que de rumeurs, c'est la situation particulière de la Russie. La Russie, aujourd'hui, est en conflit avec l'Ukraine, que le reste du monde soutient. Et donc, la Russie a besoin de participer à son effort de guerre. Or, dans ces cas-là, ce qu'on voit souvent faire un État, c'est vendre une partie de ses stocks d'or pour financer cet effort de guerre. Or, une des premières décisions qui ont été prises par les pays occidentaux dans ce conflit, c'est d'interdire les ventes d'or du gouvernement russe. Le gouvernement russe ne pouvant pas vendre d'or, mais ayant des gros stocks de palladium, parce que c'est le premier producteur de palladium au monde, comme je le disais, aurait vendu un montant important de son stock de palladium. On parle d'un montant qui se situe entre 60 et 100 tonnes. Alors ça vous paraît peut-être pas beaucoup, Bertrand, mais il faut savoir que le marché mondial du palladium, par an, c'est entre 300 et 350 tonnes. Donc ça a été un gros point lourd sur la performance du palladium cette année. Alors, pourquoi être optimiste aujourd'hui ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, visiblement, les stocks de palladium en Russie sont probablement pas loin d'être revenus à zéro. Et donc, il y a peu de chances de revoir des ventes de palladium de la part du gouvernement. C'est première chose. La deuxième raison qui permet d'être optimiste sur le palladium, mais également sur le platine, dont Marion parlait tout à l'heure, c'est que les prix ont énormément baissé l'année dernière et ça commence à devenir un énorme problème pour les producteurs de ces métaux. Il faut savoir que très souvent, ces métaux sont produits dans les mêmes mines. C'est-à-dire qu'il y a très peu de mines de palladium. Très souvent, le palladium est trouvé dans les mines de platine. Or, la baisse et du prix du platine et du prix du palladium, mais on pourrait citer aussi le rhodium, qui est un autre platinoïde, qui sont tous les trois trouvés dans les mêmes mines, d'une façon générale, fait qu'aujourd'hui, une grosse partie de ces mines se retrouvent en free cash flow négatif, et donc dans une situation où elles ne dégagent pas de résultats positifs. Et donc, pas plus tard que ces derniers jours, là, en début 2024, un certain nombre de ces compagnies minières ont annoncé qu'elles allaient devoir réduire leur activité, et notamment en Afrique du Sud, on parle de licenciements qui pourraient toucher entre 4 000 et 9 000 personnes dans cette industrie, parce que les grosses compagnies, Anglo-American Platinum notamment, qui est le plus gros producteur mondial, sont aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée et doivent réduire leurs coûts et réduire leur exploitation minière. Donc on va avoir une production qui est contrainte. Marion l'évoquait, sur le platine, on a une demande qui va être importante, notamment à cause du développement du secteur de l'hydrogène. On n'a pas la même chose pour le palladium, donc c'est un soutien de moins, ce qui fait qu'on est un peu plus prudent sur le palladium. D'accord. Il y a un élément néanmoins qui nous fait penser qu'à court terme, le palladium pourrait rebondir, c'est qu'il y a une position vendeuse spéculative extrêmement importante qui s'est constituée sur le palladium, et que si les prix du palladium devaient remonter un petit peu à cause de tous les éléments que j'ai mentionnés à côté de ça, eh bien, ces spéculateurs pourraient se retrouver dans ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire
une position, un traquenard pour les vendeurs qui jouent la baisse du métal et être obligés de racheter leur position très vite et pousser le prix très fortement à la hausse. Mais pour nous, l'espoir d'une hausse durable, très importante du cours du palladium, est relativement limité. On pense que sur un phénomène comme ça, on pourrait voir le prix du palladium rebondir de 40-50%, tant la position est énorme, mais ça ne devrait pas durer. Et ce qu'on peut espérer au mieux sur les prix du palladium, c'est un rebond d'une trentaine de pourcents par rapport aux cours actuels qui sont très hauts. Mais ce rebond est très, très conditionnel parce que malgré tout, il y a aujourd'hui, semble-t-il, une opinion relativement défavorable sur ce métal, vu son utilisation massive, je le redis, pour la technologie dépôt catalytique, 80% de la demande. Et donc, comme on va avoir une baisse de ce côté-là, les investisseurs sont inquiets et délaissent un petit peu ce métal. Donc, c'est, je dirais, le métal du portefeuille sur lequel on est le moins à l'aise aujourd'hui. D'accord, positif, mais moindrement positif. Voilà. Après, l'or, assez positif. Avec possiblement aussi, Bertrand, beaucoup de bruit, parce qu'il y a un rôle central de la Russie sur ce marché, et la Russie pourrait se servir de ce métal un peu comme une arme au niveau mondial, soit pour en vendre davantage, soit pour au contraire le restreindre. Et donc, ça peut entraîner beaucoup de volatilité. Donc, ça nous amène à être très prudents sur ce marché. D'accord. Merci à vous deux. Alors, quelle place pour cette expertise Ophi Invest Precious Metals dans une allocation classique où il y a des actions et des obligations? Là, on a compris que ça donnait accès aux performances de métaux précieux, de ces 4 métaux précieux. Voilà. Est-ce qu'il faut en mettre un petit peu plus qu'avant, parce que vous avez des perspectives qui sont même assez positives, un peu moins, ou est-ce que s'il faut toujours un petit peu en avoir en portefeuille? Quel est votre sentiment là-dessus? J'ai envie de dire, bon, déjà dans le portefeuille, il faut juste faire une petite précision, c'est que l'or a un poids plus important que les autres métaux. Aujourd'hui, il représente 35% du portefeuille, là où les autres métaux représentent chacun 20% du portefeuille. D'accord. Donc il y a une petite prépondérance de la performance de l'or, mais on n'a pas que de l'or dans le portefeuille, c'est important. Ces métaux, je l'ai dit, ils sont relativement volatiles, risqués, et ils peuvent avoir des mouvements relativement violents. On le disait, le palladium valait 3000 en 2022, il est tombé aujourd'hui aux alentours de 1000 $, voire un petit peu en dessous. Donc, des baisses qui peuvent être relativement sensibles. Donc, il faut être prudent dans une allocation. J'ai envie de dire que ce qu'on dit traditionnellement, c'est que ces investissements sont des investissements de diversification dans un portefeuille. Et donc, il va falloir y consacrer une portion relativement congrue de son portefeuille et qui va dépendre de son appétit pour le risque. Si vous êtes un investisseur prudent, qu'on définit comme prudent dans la catégorisation des profils, je dirais qu'il ne faut pas dépasser 3 à 5% d'allocation sur un marché sur un produit comme Ophi Invest Precious Metals. Si vous êtes un investisseur équilibré, vous pouvez aller entre 4 et 6-7% maximum. Et si vous êtes un investisseur dynamique et que vous êtes prêt à prendre pas mal de risques, vous pouvez monter jusqu'à 10% d'exposition maximum à ce type de fonds. Donc, des produits très volatiles dont la valorisation peut... Diversifiant, mais il y a du risque en face. Et donc, on en met une portion raisonnable de son portefeuille. Parfait, merci beaucoup à vous deux pour ces explications très claires et je rappelle à nos auditeurs que tous les détails sur ces fonds et en particulier sur Ophi Invest Precious Metals sont sur le site d'Ophi Invest AM dont les coordonnées s'affichent sur votre écran. À bientôt, bonne journée et merci.